Vas-y. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Inbar Zinc. Je suis la chargée de mission de l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques. Je vous remercie tous d'être présents à ce webinaire. C'est donc le troisième qu'on organise en partenariat avec l'AMF Mairie 2000. Et là, cette thématique, c'est sur la planification urbaine, urbanisme. Donc, j'espère que tout va bien se passer. J'excuse en premier lieu le président de l'Association des maires, Alain Sens, qui n'a pas pu se joindre à nous. Là, il est en déplacement. Il était présent aux deux autres webinaires. Donc, je vous prie de l'excuser. Et sans plus tarder, je laisse la parole pour que la formation débute. Vous avez juste, pour information, accès à tous nos autres webinaires pour inscription. L'Association des maires en organise 3 autres. Donc, jeudi soir, sur les pouvoirs de police du maire, la médiation et le défenseur des droits en partenariat avec le CDAD. Ça, c'est jeudi soir. Et la semaine prochaine, il y en aura un sur le statut de l'élu et un autre sur les conséquences sociales de la crise sanitaire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour avoir accès à tous ces webinaires. Voilà. Et je laisse la parole, du coup, à Nathalie ou à notre intervenant. Bon, on va sans plus attendre passer la parole à Michel Arayette qui va se présenter et qui va assurer l'intervention d'aujourd'hui. Je vous en prie. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire organisé en partenariat entre l'Ordre des géomètres experts et Mairie 2020. Donc, je suis Michel Arayette, géomètre expert dans le département, urbaniste qualifié au PQU et membre de la Commission nationale d'urbanisme des géomètres experts. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'urbanisme réglementaire, autrement appelé la planification urbaine. Le sujet est vaste, immensément vaste. Bref, vous l'aurez compris, en 1h30, nous n'aurons le temps que d'aborder les grands principes sans pouvoir entrer dans les détails. Nous serons donc plutôt sur un mode sensibilisation et information. Je vais dérouler le support pendant 1 heure environ et nous essaierons de nous ménager un petit peu de temps à la fin pour les questions-réponses. Donc pour cela, vous avez l'onglet chat qui vous permet de nous solliciter et en fonction du temps disponible, nous essaierons de répondre à vos questions. Eh bien, je vous propose à présent d'entrer sans plus tarder dans le sujet. Tout d'abord, je voulais rappeler en préambule quelques grands principes qui permettent de comprendre la situation actuelle du droit de l'urbanisme. L'urbanisme, premièrement, c'est une compétence décentralisée détenue par les communes et leurs groupements depuis plus de 35 ans. Le fondement de la planification actuelle repose sur la loi SRU de décembre 2000. Troisième principe, l'urbanisme a subi de profonds changements, de profonds renouvellements ces 20 dernières années pour répondre aux défis environnementaux. C'est donc un droit en perpétuelle évolution. J'en veux pour preuve qu'il y a 15 jours, le 17 juin, il y a eu la parution de 2 nouvelles ordonnances sur les SCOT et sur la hiérarchie des normes. On en parlera un petit peu plus tard. Je vous disais donc un droit en perpétuelle évolution. Notons dans les dernières grandes lois, la loi SRU en 2000, la loi Grenelle 1 et Grenelle 2 en 2009 et 2010, la loi ALUR en 2015, la loi Égalité et Citoyenneté 2016, la loi NOTRe 2017, la loi Élan 2018, je vais m'arrêter là. On est passé donc entre 2000 et aujourd'hui d'une planification communale à une planification intercommunale. Et dernier principe, les documents actuels ont une vocation intégratrice complexe. Donc, le programme de la formation va s'articuler autour de 5 chapitres. Après une rapide introduction, nous aborderons les grandes notions de planification urbaine, puis nous étudierons le PLU et le PLU intercommunal. Nous étudierons les impacts et les apports de la loi ALUR pour terminer sur le SCOT. J'ai vu dans le chat que quelqu'un demandait si on avait un support. Donc, disons que notre support est disponible. Je le transmettrai éventuellement donc aux organisateurs de manière à ce qu'ils puissent le diffuser. Qu'est-ce que la planification urbaine?
Monsieur Arayet, pardon, je vous coupe. Oui, c'est vrai que le support sera diffusé, mais là, on a... c'est vrai que le son, c'est pareil pour moi, ça crache un peu. Est-ce que vous avez par hasard soit un casque, soit des écouteurs de téléphone? Non. Ah, eh ben on va faire avec alors, hein. Je vais On va essayer peut-être de faire parler un peu. avec. Ouais, d'accord. Ça, en fait, il est un tout petit, il est un peu saturé, c'est ça, mais on vous entend. D'accord. Donc, la planification urbaine regroupe l'essentiel des documents qui organisent l'aménagement de l'espace sur un territoire. Ces documents peuvent être issus d'études, de procédures juridiques et financières, de textes législatifs et réglementaires, le tout mis en œuvre par les services de l'État et les collectivités territoriales. Voilà pour la définition. Ces textes, ces documents permettent de contrôler l'évolution des territoires et maîtriser le développement urbain. Ils permettent de donner un cadre au projet d'aménagement. Enfin, ils permettent de croiser et concilier de nombreux enjeux thématiques. Pour résumer, la planification urbaine, c'est le contrôle de l'urbanisation par le pouvoir politique. Je vais vous rapidement aborder les deux types de documents que vous êtes susceptibles de rencontrer en tant qu'élus territoriaux, donc le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et le PLU, plan local d'urbanisme. SCOT et PLU n'ont pas le même objet. Le SCOT est opposable au PLU et PLUI et aux cartes communales, mais il n'est pas opposable aux demandes d'autorisation d'occuper le sol, qui sont permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, sauf cas très exceptionnels. Le PLU, en revanche, est opposable à ces demandes et c'est là sa principale finalité, permettre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation des sols. En outre, il doit être compatible avec le SCOT. Le SCOT est un document de planification qui se limite à donner les grandes orientations pour l'aménagement d'un vaste territoire. Le PLU porte le projet de développement d'un territoire plus restreint. C'est aussi un document de planification, mais à plus petite échelle. Et surtout, le PLU porte des prescriptions réglementaires détaillées à l'échelle de la parcelle. Le SCOT et le PLU n'ont pas la même portée juridique. Une commune qui n'est ni couverte par un PLU, ni par une carte communale est soumise au règlement national d'urbanisme, le fameux RNU, et au principe de constructibilité limitée. Pas de construction nouvelle en dehors des parties actuellement urbanisées. Voilà le principe de constructibilité limitée. En outre, les autorisations du droit des sols sont instruites sur cette base très restrictive et sont délivrées par le préfet, le maire n'ayant pas la compétence. J'indiquais également que cette situation ne change pas si la commune est couverte par un SCOT. La règle de constructibilité limitée, en l'absence de SCOT, dans tous les territoires non couverts par un SCOT, il n'est pas possible d'ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones naturelles ou agricoles en dehors des parties actuellement urbanisées des communes, sans l'accord du préfet. Les lois Grenelle 2 et Allure tendent à imposer une couverture systématique du territoire national par les SCOT du fait de l'extension du champ d'application de cet article. Avant de dérouler la suite du support, je voulais juste vous préciser quelle était l'articulation entre les deux documents que vous avez vus et les normes supérieures. Le droit de l'urbanisme est organisé selon une pyramide normative. Au sommet, nous trouvons les règles nationales, puis au centre, les documents territoriaux, enfin à la base, les régulations communales. Et il existe des liens hiérarchiques qui unissent chacun de ces corps de règles. On avait jusqu'à présent trois types de liens. Un rapport de prise en compte, un rapport de conformité et un rapport de compatibilité. Le rapport de prise en compte
disparaît suite à la nouvelle ordonnance du 17 juin que j'ai évoquée en préambule. Donc, le rapport de prise en compte, il n'y en aura pratiquement plus. La norme demeurera le rapport de conformité. Le rapport de conformité impose le strict respect de la règle supérieure. Puis, rapport de compatibilité qui impose le respect de l'esprit de la règle supérieure. À ce jour, le rapport de compatibilité avec le rapport de prise en compte était le plus courant. Sachez que parmi les propositions que la Convention citoyenne a faites au président de la République ces dernières semaines, figure l'obligation de soumettre à conformité tous les documents. A priori, cette proposition a été validée par le président, donc nous risquons d'avoir rapidement une évolution réglementaire à ce sujet également. Après cette rapide introduction, nous allons nous immerger dans les grands principes et dans les notions de planification. Donc, nous allons balayer les normes supérieures et nous consacrer également à l'article L101.2 du Code de l'urbanisme, qui est en gros le cahier des charges d'élaboration des SCOT et des PLU. Le SCOT. Donc, un SCOT doit être compatible avec la loi montagne et la loi littorale, les schémas régionaux et avec le SDRIF. Le SDRIF étant le schéma directeur d'Île-de-France. Les schémas d'aménagement régionaux d'outre-mer et le PADD de Corse. Les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux. Les orientations des SDAGE. Les SDAGE étant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de protection des SAGE. Les directives de protection et de mise en valeur des paysages, les plans de gestion des risques d'inondation, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Obligation de prise en compte, donc qui vient d'évoluer en obligation de compatibilité. Le SCOT doit être compatible également avec les objectifs du STRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. C'est le document à l'échelle de la région. Donc, ce document a été arrêté de mémoire en 2019, mi-2019. Je ne sais pas s'il est encore opposable. Donc, le SCOT doit être compatible avec le STRADET, les schémas régionaux de cohérence écologique, les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine, les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales, etc. Les schémas régionaux des carrières, les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. Et en outre, notre SCOT doit respecter les principes énoncés aux articles L101.1 et L101.2 du Code de l'urbanisme. Ces deux articles, ce sont les articles fondateurs du Code de l'urbanisme, ce sont les deux premiers. Le L101.1 énonce en préambule donc que la France est le territoire commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. L'article L101.2 étant le cahier des charges d'élaboration des SCOT et des PLU, nous allons voir rapidement par la suite. Le PLU en dessous, donc le PLU, le plan local d'urbanisme, doit être compatible avec le SCOT, avec le schéma de mise en valeur de la mer, avec le plan de mobilité, le programme local de l'habitat, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. Il doit prendre en compte, donc il doit être compatible désormais avec le plan climat, air, énergie territoriale, avec le schéma départemental d'accès à la ressource forestière. En l'absence de SCOT, le PLU doit être compatible avec les mêmes normes supérieures que le SCOT. Je vous disais donc que l'article L101.2 du Code de l'urbanisme était la feuille de route, le cahier des charges d'élaboration de ces deux documents. Cet article est basé sur les objectifs de développement durable. Le développement durable avec ses trois piliers que sont le social, l'environnement et l'économie. Il poursuit à ce jour 17 objectifs. Donc,
tous les documents d'urbanisme qui sont élaborés, donc, et en particulier donc, le SCOT et le PLU, doivent poursuivre les 17 objectifs du développement durable. Dans les 17 objectifs, je vous cite quelques-uns des plus communs: la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la lutte bien entendu contre les inégalités, la lutte contre le climat, la lutte contre la dégradation de l'environnement, etc. Et cet article 101.2 poursuit 8 objectifs. Le premier, il doit rechercher obligatoirement l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et la revitalisation des centres urbains et ruraux, et bien entendu la lutte contre l'étalement urbain. Équilibre entre une utilisation économe des espaces naturels et la protection des sites, des milieux et des paysages naturels. Équilibre entre la sauvegarde des ensembles urbains et la protection et conservation du patrimoine culturel. Et équilibre, bien entendu, dans la recherche de besoins, dans les besoins en matière de mobilité. Le deuxième objectif poursuivi par la loi L101.2, c'est la recherche de la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. Puis la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat, prévoyant des capacités de construction suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général. Et cette recherche de développement pour la construction doit tenir compte des objectifs de répartition géographiquement équilibrés entre la ville et la campagne. L'article 101.2 poursuit également un objectif de sécurité et de salubrité publique, cherche à prévenir les risques naturels, technologiques, les pollutions et les nuisances en toute nature, cherche à protéger les milieux naturels et les paysages, à préserver la qualité de l'air, de l'eau et de la biodiversité, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il poursuit l'objectif de lutter contre le changement climatique. Et enfin, 8e objectif, il cherche à promouvoir le principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. Vous voyez donc, c'est un vaste programme à atteindre pour chaque document de planification. Après avoir rappelé ces grands principes auxquels les documents de planification locaux sont subordonnés, nous allons nous consacrer à présent au PLU et au PLU intercommunal. C'est le document phare communal ou intercommunal. C'est un document de planification. Il est destiné à définir la forme des constructions, la destination générale des sols, les zones qui doivent demeurer naturelles, les réserves foncières pour des constructions futures, etc. Il intervient dans un esprit d'équilibre entre la préservation des espaces naturels et le nécessaire développement des espaces urbains. À ce jour, nous avons des PLU à l'échelle communale et des PLU-I sur un périmètre regroupant plusieurs communes. Les Grenelles de l'environnement en 2009 et 2010 avaient posé le principe d'élargir l'élaboration de ces documents sur un périmètre dépassant une simple commune. La loi Allure en 2015 en a fait une obligation avec dérogation. Les raisons invoquées par le législateur étaient les suivantes. Le PLUI est plus complexe que le PLU et permet d'aller plus loin en termes de coordination des politiques urbaines. Enfin, il permet de mutualiser le coût d'élaboration de ces documents entre plusieurs communes et donc théoriquement permet de faire des économies. Le PLU, donc nous allons au niveau du PLU, nous allons regarder, après un premier préambule, nous allons regarder les compétences du PLU, son périmètre, son contenu et les règles de procédure. Donc le PLU intercommunal, je le disais, un principe posé par la loi Grenelle, une obligation ou presque avec allure. C'est la loi SRU
qui a supprimé la possibilité d'élaborer des PLU communaux partiels ne couvrant pas l'ensemble du territoire communal. Avant la loi SRU, nous étions sur des POS, des plans d'occupation des sols, qui avaient été instaurés par une loi en 1967. Donc la loi SRU est venue modifier le POS en créant le PLU et a considérablement modifié les règles d'élaboration, le contenu de ces documents. La loi Grenelle a posé le principe du PLU intercommunal, mais sans le rendre obligatoire. Enfin, la loi ALUR rend la compétence PLU obligatoire pour tous les EPCI, sauf si activation de la minorité de blocage. Depuis le 27 mars 2017, les EPCI ont acquis automatiquement la compétence PLU, sauf si la minorité de blocage a été mise en place. Cette minorité de blocage était prévue par la loi et elle disait qu'au moins 25% des communes représentant 20% de la population, si 25% des communes représentant 20% de la population s'étaient opposées au transfert de compétences, ce dernier n'a pas eu lieu. Sachez qu'après chaque renouvellement municipal, donc nous sommes en plein dans cette période, la loi ALUR oblige les EPCI n'ayant pas la compétence PLU à débattre à nouveau de la question du transfert de compétences. À défaut de débat ou de vote, l'EPCI acquérera automatiquement la compétence PLU au 1er janvier 2021. Le périmètre du PLU et du PLUI. Donc, en principe, le PLU ou le PLUI doit couvrir l'intégralité du territoire. De l'établissement public lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent ou de la commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un établissement public compétent. Pour les EPCI de plus de 50 communes, c'est un apport de la loi NOTRe, il est possible de couvrir le territoire intercommunal par plusieurs PLUI. C'est ce qui est en cours ou qui va arriver sur l'agglomération du Pays Basque qui regroupe donc 158 communes. Qui a la compétence pour élaborer le PLU intercommunal? Seul l'établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, compétent en la matière de PLU, peut élaborer un PLU intercommunal. Pour le PLU communal, toutes les communes non situées dans un EPCI compétent peuvent élaborer un PLU communal. Et j'ai noté qu'il en allait de même également pour toutes les procédures d'évolution du PLU ou du PLUI, modification, révision, mise en compatibilité. Dans le cas d'un EPCI ayant la compétence PLU, le PLUI est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI, en concertation avec les communes membres. Il en va de même pour toutes les procédures d'évolution du PLUI ou des PLU communaux encore en vigueur dans le périmètre de l'EPCI. Chaque fois que votre document devra évoluer, il faudra obligatoirement passer, si la responsabilité et la compétence a été prise par l'EPCI, il faudra obligatoirement avoir la validation de l'EPCI compétent pour faire évoluer votre document. Un PLU intercommunal, c'est la même chose que celui du PLU, à ces différences près, aux différences près suivantes. Le PLUI peut intégrer le programme local de l'habitat, PLH. Le PLUI peut intégrer le plan de déplacement urbain si le PCI qui l'élabore est également autorité organisatrice des transports urbains. L'intégration de ces deux documents se fait par l'intermédiaire de l'ensemble des pièces du PLU et d'un nouveau document créé par ALUR, le programme d'orientation et d'action. Donc à présent, voyons le contenu du PLU. Un PLU contient 5 pièces. Un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, des orientations d'aménagement et de programmation, qu'on appelle OAP, un règlement, donc graphique et écrit, et des annexes. Le diagnostic, c'est un diagnostic prospectif, poussé afin de connaître le territoire et mettre en évidence ses enjeux d'évolution.
Le PADD, c'est un document politique qui exprime les choix de la municipalité. Les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, permettent la mise en œuvre du projet communal. Et enfin, tous ces documents doivent être évalués au vu des incidences du projet sur l'environnement. Le rapport de présentation. Dans le rapport de présentation, c'est la pièce maîtresse du PLU. Donc, le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic de prévision économique et démographique et diagnostic des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surface agricole, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transport, de commerce, d'équipement et de services. Le rapport de présentation doit analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis. Il établit un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années. Et enfin, il doit justifier les objectifs du PADD au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques de la commune. Le projet d'aménagement et de développement durable, c'est la clé de voûte du PLU. C'est lui qui définit les objectifs spatialisés de la commune et c'est de lui que découlent le texte et les documents graphiques qui réglementent l'urbanisme communal. Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces, de préservation des continuités écologiques. Il arrête les orientations générales retenues pour l'ensemble de la commune concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. À présent, les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. Elles peuvent définir les actions et les opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement et les continuités écologiques. Elles peuvent mettre en valeur les paysages et les entrées de ville et le patrimoine. Elles peuvent définir les actions et les opérations pour lutter contre l'insalubrité. Et enfin, elles peuvent permettre le renouvellement urbain. Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en imposant un pourcentage sur la réalisation des commerces dans les opérations d'aménagement. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. On en arrive au quatrième type de document, donc le règlement. Un règlement définit des limites 4 types de zones. Les zones urbaines, U, les zones A urbanisées, les zones AU, les zones agricoles, A, et les zones naturelles et forestières, N. Les zones urbaines, ce sont des secteurs, la définition des zones urbaines, ce sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Vous pouvez avoir ensuite différents types de zones U. Vous pouvez avoir des zones UA, des zones UB, UC, UD, UE, etc. en fonction de la densité
que vous souhaitez apporter sur votre zone constructible, en fonction de la capacité à assainir les sols, bon, en fonction de plusieurs critères. Nous ne rentrerons pas dans ces détails aujourd'hui. Les zones à urbaniser, ce sont des zones dites AU. Vous en avez deux types, les zones 1AU et les zones 2AU. Les zones 1AU, ce sont des zones ouvertes à l'urbanisation à court terme, si la capacité des réseaux à proximité le permet. Les zones 2AU, ce sont des zones qui peuvent être ouvertes à l'urbanisation, mais à long terme. Et le secteur doit être avant équipé en périphérie. Les zones 1AU, ce sont des zones constructibles sous conditions. Donc, soit en fonction de la façon dont le règlement sera, et les règlements et les orientations d'aménagement de programmation seront rédigés, soit vous pouvez avoir une zone constructible 1AU qui oblige à avoir un aménagement d'ensemble et qui peut également avoir un aménagement d'ensemble regroupant plusieurs propriétaires différents, soit définir la condition d'ouverture à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements. Ce sera à vous et à votre bureau d'études à préciser ce type de conditions. Les zones 2AU ne pourraient être constructibles qu'après modification du PLU. Donc, je vous rappelle, la modification du PLU, si votre commune dépend d'un EPCI compétent, il faudra que le PCI compétent ait délibéré pour autoriser la modification de votre PLU communal. Ensuite, deux autres zones non constructibles, les zones agricoles A et les zones naturelles. Zone agricole, donc secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Zone naturelle et forestière, secteur à protéger en raison de la qualité des sites, de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou soit de leur caractère d'espace naturel. Les zones A et N donc, sont donc inconstructibles, sauf quelques exceptions, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, les installations d'intérêt collectif, si elles sont compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière, l'extension des habitations existantes et annexes si elles ne compromettent pas l'agriculture et le paysage, et le changement de destination de bâtiments identifiés si on ne compromet pas l'agriculture et le paysage. Dans les zones A et N, peuvent être délimités à titre exceptionnel des secteurs de taille et de capacité limitée, autrement appelés des STECAL, dans lesquels peuvent être admis des constructions, peuvent être admis l'accueil des gens du voyage, et peuvent être admis des habitats de type yurte. Ce type la création de ces STECAL, donc de ces secteurs de taille et de capacité limitée, est soumis à l'avis de la CDPENAF. La CDPENAF, la Commission départementale de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, qui est supervisée par le préfet. Le règlement. Je continue. Donc, le règlement peut fixer des règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Il peut fixer des règles concernant les conditions d'alignement sur la voirie et la distance minimale vis-à-vis des limites séparatives des constructions, et il peut régir l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leur abord. Il peut imposer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable. Il peut imposer le respect de performances énergétiques et environnementales renforcées. Il peut imposer le respect de critères de qualité renforcés en matière de réseau de communication. Et il peut imposer une densité minimale de construction dans les secteurs à proximité des transports collectifs. Le règlement n'a pas le droit d'imposer un coefficient d'occupation des sols. Donc la loi ALUR est venue supprimer cette possibilité, ainsi que la superficie minimale pour construire. Ce sont des choses qu'un PLU n'a plus le droit de réglementer. Ni d'ailleurs aucune règle visant à restreindre les droits à construire, sauf justification, ce qui s'apparente à du malthusianisme.
À présent, nous allons regarder quelle est la procédure pour réaliser un PLU. Donc, 3 délibérations. Dans l'élaboration d'un PLU, vous avez une première délibération qui prescrit le PLU, une seconde qui l'arrête et la troisième qui l'approuve. Entre la prescription et l'arrêt, on a toute la phase étude. Donc, étude, je l'ai dit, donc le diagnostic, le PADD, le règlement et les orientations d'aménagement, jusqu'à la finalisation du projet du PLU. Tout ça se fait en concertation avec la population, les particuliers, des professionnels, des associations, selon les modalités définies dans la prescription. Et en permanence, le comité de pilotage et le bureau d'études associent les personnes publiques associées, que sont l'État et toutes les associations ou tous les corps constitués qui font partie obligatoirement du comité de pilotage dans l'élaboration de ces documents. Il n'y a pas de forme obligatoire sur l'association des personnes publiques associées, mais il faut qu'elle soit réunie aux étapes importantes. Une fois que l'étude est terminée, ce qui peut prendre entre 2 et 4 ans, on arrête le PLU. Et on passe à la phase de consultation des personnes publiques associées. Une période de 3 mois pendant laquelle tous les corps qui ont été associés à l'élaboration du PLU vont donner leur avis définitif. Ils ont 3 mois pour se prononcer. À l'issue de cette consultation, le dossier passe à l'enquête publique et de nouveau avec présence du commissaire enquêteur. Et là aussi, on est sur une phase de 3 mois supplémentaires. À l'issue de ces 2 périodes de 3 mois, donc 3 mois, 6 mois, on aura un ajustement du PLU pour prendre en compte l'enquête publique et les avis différents. Quand cet ajustement de PLU est terminé, une dernière délibération approuve le PLU et cette délibération est transmise au préfet et à toute la publicité. Elle a un caractère ensuite exécutoire. Quelles sont les différences entre un PLU communal dans les procédures d'élaboration? Quelle est la différence entre donc, un PLU communal et un PLU intercommunal? Le débat sur le PADD, donc sur le projet d'aménagement et de développement durable, a lieu non seulement au sein de l'organe délibérant de l'EPCI qui l'élabore, mais également au sein des conseils municipaux. Comme le PLU, ce débat doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de PLU. En cas d'avis défavorable d'une commune sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement qui la concernent, le PLU ne peut être arrêté par le PCI qu'à la majorité des 2 tiers. Si le projet de PLU a tenu compte de cet avis défavorable et que le PLU a été modifié et que la commune a émis un avis favorable, ce sera la majorité. Je vous disais donc les procédures d'évolution des PLU, 7 procédures différentes, réunies en 3 familles. Les révisions, les modifications, les mises en compatibilité. 2 types de révisions, révision générale ou allégée, les modifications de droit commun ou les modifications simplifiées, les mises en compatibilité, donc soit une déclaration de projet avec une déclaration d'utilité publique ou avec un autre document. Toutes ces procédures sont lourdes et créent également une incertitude juridique. Donc sachez qu'en ce moment, il est à l'étude une refonte un petit peu de ces procédures d'évolution pour essayer de n'en retenir que 2, voire 3. Et là aussi, donc, que je vous disais que le droit de l'urbanisme est en perpétuelle modification, en perpétuelle évolution. Nous aurons dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, des modifications à ce sujet. J'ai joué également un tableau pour montrer ceux qui étaient concernés par la révision et la modification. Vous aurez plus de loisirs de les lire à tête reposée.
Le document de planification locale doit être soumis à évaluation environnementale. Quand le PLU est compris dans un territoire qui comprend un site Natura 2000, lorsque le PLU prévoit une unité touristique nouvelle soumise à autorisation, lorsque le territoire comprend une commune littorale ou lorsque le PLUI vaut plan de déplacement urbain. Donc, évaluation environnementale systématique lors de l'élaboration, lors de la révision, lors de la déclaration de projet. Voilà pour... je sais que je vais très vite, mais le sujet, je vous l'ai dit, en préambule était très vaste, donc je vais essayer de dérouler mon support et on verra si on a un petit peu de temps à la fin pour répondre à des questions, si je suis peut-être passé un petit peu trop vite sur certains sujets. Les impacts de la loi ALUR. Donc, la loi ALUR est venue en 2015, est venue renforcer la soumission au Code de l'environnement des documents d'urbanisme et a fait pas mal d'apports sur tous les aspects réglementaires. Donc, la loi ALUR est venue poser et rappeler la règle de l'urbanisation limitée. Donc, c'est la loi ALUR qui a étendu l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation dans les communes non couvertes par un SCOT. Cette interdiction concerne non seulement les zones à urbaniser, donc les fameuses zones 1AU ou 2AU, mais également les zones naturelles, agricoles et forestières, mais encore les secteurs non constructibles des cartes communales et les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées dans les communes sans document d'urbanisme. Les dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que par le préfet, après avis de la commission départementale de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l'EPCI en charge du SCOT, si celui-ci est constitué. La loi ALUR est venue clarifier le règlement et a poursuivi 3 principes. La poursuite de la densification des zones urbaines, la lutte contre le mitage et la protection des zones agricoles et naturelles. La loi ALUR est venue chercher à densifier les zones urbaines. Donc, comment elle a procédé? Elle a carrément supprimé le coefficient d'occupation des sols qui régissait jusqu'alors la possibilité maximale qu'on avait de construire sur une parcelle. Et également, certaines communes avaient mis en place des règles de superficie minimale, notamment en fonction, le plus courant, c'était quand on se retrouvait en zone d'assainissement autonome. Donc, par souci de simplification, les communes avaient instauré des zones, des superficies minimales, mais même dans ces zones-là, donc la loi ALUR est venue annuler. Désormais, vous devez réaliser une étude à la parcelle et c'est cette étude qui va démontrer ou pas la possibilité de construire sur l'espace qui est identifié. La lutte contre le mitage fait partie donc des apports de la loi ALUR et donc les fameuses STECAL, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, ont été créés par la loi ALUR. Elles existaient, elles existaient auparavant, mais la loi ALUR est venue considérablement restreindre leur développement. Donc, ces secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée ne sont délimités à titre exceptionnel qu'après avis de la CDPENAF. Et dans ces zones-là, il peut y être autorisé des constructions à usage d'habitation, il peut y être autorisé l'accueil des gens de voyage et des résidences permanentes démontables, ce que je disais de type yourte ou caravane ou autre. La loi ALUR également est venue mettre un frein un petit peu au développement des zones à urbaniser. Donc, il est dit désormais que ces zones-là, si pendant 9 ans, elles n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation ou elles n'ont pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'EPCI compétent, pour ouvrir ces zones-là à l'urbanisation, il faudra passer par la procédure de révision.
Les autres zones AU qui ont moins de 9 ans, la procédure restera la modification du PLU. On parle plutôt là des zones 2 AU. Hein. Voilà pour les PLU. Donc, nous allons aborder à présent les SCOT. Donc, le SCOT, schéma de cohérence et d'organisation territoriale, c'est un outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale. Le SCOT est chargé d'intégrer les documents et textes supérieurs et devient ainsi un document pivot. C'est un document intégrateur car les PLU et PLUI et cartes communales peuvent se reposer juridiquement à lui. Donc, je vous le disais en préambule, il y a eu donc 2 ordonnances qui sont parues le 17 juillet dernier. La première ordonnance visant à organiser le contenu des SCOT et la seconde sur la rationalisation de la hiérarchie des normes. Au niveau du contenu des SCOT, vous verrez, il y a un SCOT contient 3 documents. Donc, désormais, le rapport de présentation est renvoyé en annexe. Le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, que l'on retrouvait également dans les PLU et qui faisait un petit peu confusion, change de nom et devient le projet d'aménagement stratégique, devient le PAS. Et le DOO, le document d'orientation et objectif, est simplifié. Dans la rationalisation de la hiérarchie des normes, tous les liens de prise en compte sont remplacés par des liens de compatibilité. Et désormais, tous les 3 ans, les collectivités devront vérifier si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en vigueur et devront en faire évoluer leurs documents urbains. Donc le SCOT, pourquoi? Le SCOT, c'est quoi? Le SCOT comment et sur quel périmètre? Je vous ai mis donc à l'écran, à ce jour, les SCOT en vigueur dans le département. Donc à ce jour, on a 4 SCOT qui sont opposables. Le SCOT Sud Pays Basque, le SCOT de l'agglomération de Bayonne et Sud des Landes, un SCOT autour du Piémont-le-Rhônais et le SCOT du Grand Pau, qui était en élaboration quand j'ai eu le document. Je pense qu'il a dû être terminé. Pour le SCOT, donc, pourquoi faire un SCOT? C'est pour mettre en œuvre un projet de développement durable. Un projet de développement durable à l'échelle du territoire, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est la définition qui a été donnée à la Commission des Nations Unies en 1987. Et je vous disais donc que le développement durable repose sur 3 piliers, le social, l'économie et l'environnement. Et il s'agit c'est la mise en cohérence des politiques sectorielles. Le SCOT, c'est quoi? Le SCOT, c'est un outil de conception et de mise en œuvre pour une planification intercommunale. Il permet de mettre en cohérence et de coordonner les politiques menées en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement, d'activités commerciales, de développement économique et touristique et d'environnement. Le SCOT organise un territoire de vie. Pour le moyen et le long terme, le SCOT fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain, l'exercice des activités agricoles et les autres fonctions économiques, ainsi que la préservation de la qualité de l'air, des milieux, des sites, des paysages naturels ou urbains. Le SCOT ne détermine pas la destination générale des sols, ça c'est le PLU qui le fait, mais il prévoit une stratégie globale d'aménagement, en conciliant les politiques d'aménagement, habitat, transport, services et commerce. Enfin, le SCOT limite l'étalement urbain en restructurant les espaces organisés dans le respect des équilibres généraux. Le SCOT comprend 3 documents. Le rapport de présentation, donc ce que j'ai indiqué suite à l'ordonnance du 17 juin, ce rapport est renvoyé en annexe.
Il comprend le projet d'aménagement et de développement durable, donc désormais le PAS. J'ai laissé les deux dénominations parce que vous risquez encore d'être confronté peut-être à des vieux SCOT sur lesquels ces sigles apparaissent, et le document d'orientation et d'objectifs, le DO. Le PAS, c'est le projet politique porté par les élus et partagé par les acteurs. Il définit les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales en matière d'habitat, de déplacement, d'environnement et d'économie. Le document d'orientation et d'objectifs, c'est la traduction concrète du PADD qui lui confère une valeur prescriptive. Le règlement du SCOT, les documents et projets locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec ces orientations. Enfin, le rapport de présentation du SCOT, c'est un contenu exigeant qui doit présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années. Il doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. Il peut imposer au PLU d'analyser les capacités de densification et de mutation de certains espaces bâtis. Et il doit démontrer enfin la compatibilité du SCOT avec tous les documents et normes supérieures. Le PADD doit aborder des problématiques précises de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages. Il doit aborder la façon dont on préserve les ressources naturelles, dont on préserve et remet en bon état les continuités écologiques. Il doit aborder la façon de lutter contre l'étalement urbain. Et enfin, il doit préciser le développement des nouvelles technologies d'information et de communication, les NTIC. Le DO, donc le document d'orientation et d'objectifs, il fixe les orientations et les objectifs, mais également les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement sur le territoire. Son contenu est détaillé et opérationnel quant à son impact sur les documents d'urbanisme locaux. Par exemple, il peut fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, éventuellement ventilé par secteur géographique. Il peut imposer au PLU des conditions concernant les densités urbaines au regard de l'existence des transports collectifs. Il peut fixer des conditions d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones, notamment en fonction d'une desserte préalable par les transports collectifs, en fonction de la densification préalable des secteurs déjà urbanisés et équipés. Il peut fixer donc les conditions d'ouverture suite à la réalisation d'une étude d'impact, suite à la réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, et enfin, en fonction de la performance énergétique et environnementale renforcée. Le SCOT, c'est un document qui est opposable aux projets locaux d'urbanisme, selon 3 niveaux de contraintes. Soit le SCOT préconise, et il a donc une portée juridique faible. Ce sont des propositions qui participent à la cohérence, à l'efficacité du SCOT. Le SCOT peut recommander. Donc, dans ce cas-là, il y a une portée juridique importante, mais avec une capacité d'adaptation aux contextes locaux. Enfin, le SCOT peut prescrire. Dans ce cas, c'est une portée juridique forte, sans besoin d'adaptation aux contextes locaux. Donc, on a une capacité de mise en place d'un niveau de curseur à placer selon les sujets et le niveau d'ambition de votre SCOT. Je termine donc avec le périmètre du SCOT. Donc, le périmètre du SCOT est déterminé par les communes ou les EPCI à la majorité des 2/3 des communes intéressées, représentant la moitié de la population, ou le contraire, en tenant compte des réalités de fonctionnement du bassin de vie. Le périmètre du SCOT est publié par le préfet après avis des conseils départementaux et après vérification que le périmètre proposé permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique,
de déplacement et d'environnement. Depuis la loi ALUR, tous les périmètres de SCOT arrêtés doivent comporter au moins 2 EPCI. Merci de votre attention. Bien, merci. Merci, Monsieur Rayette. On va peut-être passer maintenant aux questions, s'il y en a. Alors, à vous la parole. Si vous avez des questions sur tout ce que vous venez de voir, c'était dense, hein. Vous pouvez, alors pour ceux qui n'ont pas de son, puisque j'ai vu qu'il y en avait, vous pouvez les écrire dans le chat. Sinon, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant, hein. Vous n'êtes pas bridés, hein. Il n'y a pas de questions. Tout était clair alors. Non? Bien. Oui, bonjour. Bonjour. Laurent Chauspé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il faut toujours une première question. C'est bien. Voilà. Moi, je suis donc dans un petit village de 1500 habitants. Nous sommes en finalisation du PLU. En tout cas, je l'espère d'ici l'année prochaine avoir un PLU. Donc, je fais partie aussi de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et à ce titre, donc, il y a un SCOT au niveau de la communauté d'agglo qui est en cours d'élaboration. Alors, je ne sais pas à quel niveau il est, peut-être que vous le savez, Monsieur Rayette. Je voulais savoir si j'avais un intérêt, outre le fait que je dois faire ce PLU dans les meilleurs délais, à attendre que le SCOT se finalise pour que mon PLU se comment dirais-je, copie entre guillemets ou s'inspire du SCOT, parce que je comprends que le SCOT est au-dessus du PLU. Donc, si on finalise un PLU avec nos préconisations, évidemment, avec une compétence de l'agglo là aussi, mais est-ce que ce qu'on peut mettre nous en place au niveau du PLU peut être remis en cause par le SCOT et à ce moment-là, perdre de l'énergie, du temps et voilà. Donc la question c'est est-ce qu'on doit accélérer comme on est en train de le faire au niveau du PLU ou c'est préférable d'attendre que le SCOT soit mis en place pour s'inspirer du SCOT pour mettre en place le PLU? Vous avez tout intérêt à accélérer l'élaboration de votre PLU. Vous savez aussi bien que moi, donc au niveau de l'agglomération Pays Basque, les PLUI vont être lancés à partir de l'automne prochain. Oui. Ces PLUI vont mettre entre 3, 4, 5 ans à être élaborés. Si jamais vous ne finalisez pas votre PLU, vous risquez d'être pris dans l'engrenage du PLUI et vous n'aurez aucun document d'urbanisme. Pardon, je n'ai pas compris. Et vous n'aurez aucun document d'urbanisme jusqu'à la finalisation du PLUI. Ah, en effet. D'accord. Okay. Là, vous avez tout intérêt à finaliser votre PLU le plus rapidement possible. Bien. Mais alors, moi, j'ai une question supplémentaire. Étant donné que la compétence va passer à l'Interco, sauf si, évidemment, les communes, hein, si j'ai bien compris, s'y opposent, 2 mois avant le 1er janvier 2021, je crois que c'est ça les dates, hein, je ne sais pas, vous me confirmerez. Janvier 2021, oui. Quel est l'intérêt de faire un PLU maintenant si ça passe ensuite à l'Interco? Si le PLU est suffisamment avancé, ça permettrait à la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port de régir son urbanisme pendant les 2 ou 3 ans qui constitueront la période d'élaboration du PLUI. Ah, d'accord. Il ne fait rien, il continue à rester un règlement national d'urbanisme, parce que je crois que c'est le cas pour Saint-Jean-Pied-de-Port, et avec toutes les difficultés inhérentes à cette absence de documents. D'accord. Mais la compétence est déjà remontée au niveau de l'agglo. Hein. On travaille avec le PLU. Hein. Okay. Donc, c'est l'agglo qui va mettre en place le PLU de la commune de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, nous travaillons de concert avec eux. Enfin,
peut-être ça vous fait sourire, Monsieur Arayet, je ne sais pas, mais tous les mois, on a une réunion avec les services de l'agglo. Il y a un échange d'informations et on avance avec eux. J'ai l'impression quand même qu'on a un peu la main, même si peut-être le service technique de l'agglo est instructeur, je dirais. Enfin, en tout cas, comment dire, je pense quand même qu'on a la main encore, puisqu'on a travaillé sur les parcelles à urbaniser, les parcelles naturelles l'année dernière, et qu'on leur donne des éléments qui valident. Mais bon, c'est un sentiment d'élu, c'est-à-dire que je suis un peu loin du détail peut-être. Oui, Geneviève Dullaire, moi je suis de la commune de Bardos et effectivement, nous avons euh, le retour de. Enfin, nous sommes en pleine enquête publique, puisque avec la Covid, les délais de recours, etc., ont été suspendus et repoussés donc jusqu'au 24 août pour nous. Et il est certain, effectivement, que la communauté d'agglo prend en compte les désirs des communes. Hein. Je dirais que, enfin, vous n'avez pas de SCOT sur Saint-Jean-Pied-de-Port, mais c'est bon, le plus, pas problématique, mais la chose dont il faut faire attention pour nous qui étions dans l'ancien SCOT, c'est vraiment, ou dans le SCOT actuel, communauté de communes du Seigneur et Bayonne. Donc, c'est vraiment de prendre en compte tout ce qui est indiqué dans le SCOT au niveau augmentation de population, au niveau des villes-centres, des villes périphériques, la répartition des populations en fonction de ces différentes annotations. Donc, après, c'est sûr que la communauté d'agglo, elle tient vraiment compte de ce que pense la commune. Hein. Bon, après, je pense qu'il faut aussi que la commune soit vertueuse et ne prévoit pas des urbanisations dans tous les sens, des mitages, parce que là, je pense qu'elle serait retoquée sur beaucoup de domaines. Bien sûr. Merci. Donc, je ne pas attendre le SCOT quand même, si j'ai bien compris aussi vos deux remarques. Je n'ai pas intérêt à comment dirais-je, prendre du temps. Au contraire, il faut accélérer. Oui. D'accord. Merci. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est donc, après la finalisation de l'enquête publique, tous les avis ou toutes les doléances, là, ou l'avis du commissaire enquêteur, puisque nous, on l'a eu. Donc, il y a 3 mois pour revoir le document, pour réajuster. Il n'y a pas de délai. Ah, il n'y a pas de délai, d'accord. Non. D'accord, parce que là aussi, nous, on a des contentieux, et les contentieux, voilà, il n'y a pas de délai non plus pour… Il n'y a pas de délai. Donc, la consultation des personnes publiques associées prend 3 mois. D'accord. Tous les délais concernant l'enquête publique elle-même, ça prend 3 mois. Par contre, l'ajustement du PLU à l'issue, il n'y a pas de délai réglementaire. D'accord. Et le tribunal, pour qu'il rende un avis aussi ou une décision, et sur les recours, il n'y a pas non plus de… Est-ce qu'il y a 2 mois, 3 mois? Ils ne sont pas tenus à un délai… Je ne maîtrise pas, excusez-moi. Non, parce que ça retarde d'autant. S'il faut attendre le rendu du tribunal, ou alors c'est peut-être pas suspensif, je ne sais pas. Ce n'est pas suspensif. Hein? Ah, c'est pas suspensif. Donc, oui, non. Si, à partir du moment où votre PLU est approuvé, il est exécutoire. D'accord, oui, d'accord. Ensuite, donc, les recours qui sont faits devant les différents tribunaux ne dépendent pas de l'approbation. Oui, d'accord, oui, mais d'ailleurs, oui, c'est vrai, puisqu'on instruit maintenant les nouveaux permis par rapport à ce nouveau PLU. Il est approuvé par la CAPB. Oui, d'accord. Ça doit être au mois de mars. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions?
Je regarde dans le chat. Non, je n'en ai pas. Ou alors en privé pour Monsieur Arayet. Pardon, moi j'aurais une autre question, mais c'est par rapport non pas sur les PLU ou les SCOT, c'est plutôt par rapport au, pas au permis de construire non plus. Donc on a transféré la compétence urbanisme. Voilà, d'accord. Oui. Est-ce qu'on transfère aussi le pouvoir de police, de salubrité du maire? Par exemple, si on a des plaintes par rapport à des assainissements qui ressurgissent sur les fonds inférieurs, voilà, qui doit saisir, je sais pas moi, les contrevenants? Est-ce que c'est le pouvoir de police du maire? Est-ce que c'est le pouvoir de police Parce du que là, président? vous parlez d'un autre transfert de compétences, c'est celui relatif à l'assainissement autonome ou l'assainissement. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et donc, à partir du moment où la commune transfère sa compétence, obligatoirement, derrière les doléances, c'est le PCI qui doit les gérer. D'accord. Et le pouvoir de... C'est pas évident. Après, De salubrité publique, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est transférable? Est-ce que je sais pas. non, je ne crois pas. Mais là, on s'éloigne un petit peu de l'urbanisme. Je ne pense pas. Parce que donc, le maire est toujours officier, enfin, le maire est là pour être garant un petit peu de la paix sociale sur sa commune. Donc, sans doute, ces compétences-là ne sont pas transférables. Oui, voilà. Constater le problème d'insalubrité, c'est au maire. Qui peut-être là, je ne suis pas capable de vous dire. doit prendre la tâche de la CAPB auquel a transféré sa compétence assainissement pour demander aux propriétaires Se faire accompagner. Bon. Non. C'était tout. Enfin, un problème qui nous anime en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, Steven, je pense on a fait le tour. Hein. On va peut-être mettre fin à cette visio. Il semblerait effectivement qu'il n'y ait plus de questions. Moi, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas reçu non plus. Voilà, Monsieur Arayet, vous en avez reçu en privé. Ça arrive hein, parfois, mais je ne sais pas. Non, bon. Eh bien, alors, on va vous remercier. Merci à vous d'avoir tous été présents et d'avoir suivi cette formation. Oui, merci à vous. On vous envoie les supports. Nous, après, c'est fini. Mais vous en avez d'autres. Je disais, c'est très intéressant, ces formations en web comme ça, c'est... Voilà. Bah, disons que ça permet en tout cas de pallier l'absence de formation en présentiel que vous auriez eu normalement après ce renouvellement de mandat. Oui, bien sûr. Voilà, et c'est vrai que pas mal d'élus sont assez contents de démarrer leur mandat avec des informations comme celle-ci. Donc merci à tous. Steven, je vous laisse le mot de la fin avant que j'arrête l'enregistrement et le support, bien sûr, il va vous être envoyé là tout de suite. Donc, effectivement, merci d'être présent à cette formation. Sachez que l'on en mettra d'autres en place dans les semaines à venir. Vous recevrez prochainement des communications par mail à ce sujet. Vous avez aussi l'information sur notre site internet. Et je terminerai donc en vous signalant que nous allons vous envoyer une enquête de satisfaction afin d'avoir vos retours là-dessus, sur cette formation, sur ce format, ce support. Et ainsi, vous proposer donc de nouvelles formations de manière à ce que cela satisfasse toutes vos attentes. Encore merci pour votre présence. Merci. Au revoir. Au revoir.